rôle, en fait, c'est Olivier. Comme je suis dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'être au travail aussi. Et du coup, j'enlève peut-être les masques que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et du coup, si j'ai envie d'animer une réunion avec une perruque sur la tête, je le fais. Et d'ailleurs, je le fais souvent. Quand tu es manager, il faut vraiment parler beaucoup avec tes équipes, ultra transparent, donner beaucoup d'informations, le plus d'informations que tu peux, et le plus rapidement possible. J'aime bien les gens qui ont des convictions, qui essayent des trucs, et puis c'est pas grave si on se plante. En fait, on se plante, tant pis, déjà on progresse, on se ramasse, et puis on fait mieux la fois d'après, donc voilà, fais-le ou ne le fais pas. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Covin qui est le CTO de Skello. Merci Olivier d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir. Bon, on était off-record juste avant, tu me disais ça fait plaisir de le faire en face à face parce que t'as eu l'occasion d'en faire, mais pas en face à face justement. Non, complètement en visio. Et là, le fait d'être du coup à 1 mètre l'un de l'autre, du coup c'est top parce que voilà, on ressent les choses, on peut se regarder et c'est différent d'être en 3D, en 2D. Voilà, moi, la 3D me manque beaucoup. Ouais, et tu me disais que le podcast que tu avais fait, tu n'avais même pas la visio. Non, c'est ça, j'étais face à un petit graphe audio qui me disait ok, la personne en face elle parle et du coup c'est très difficile. Bon, et là on se voit, c'est top. Et on avait pris contact il y a quelques semaines. Je vais commencer par ça parce que quand on avait préparé un petit peu le podcast. Moi, tu avais eu une phrase en disant, voilà, on parle beaucoup d'entreprises libérées actuellement, c'est un beau concept, on en parle beaucoup, et moi, je suis une personne libérée, tu m'avais dit. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu tout ça. Alors oui, effectivement, personne libérée, alors sur pas mal de sujets. Alors déjà, j'ai 47 ans, du coup, voilà, j'ai l'âge qui va avec. Et puis aussi, libérée... peut-être dans ma façon de manager. Ça fait une dizaine d'années que j'encadre des équipes. Et du coup, j'ai testé pas mal de choses. Et puis au début, quand tu es jeune manager, tu as envie de tout bien faire. Et du coup, tu lis pas mal de bouquins et puis tu te dis, oh, tiens, je vais tester ça, je vais tester ci. Et puis, qu'est-ce que la personne en face de moi, elle a envie et du coup, tu fais plein d'erreurs parce qu'en fait, déjà, peut-être, tu vas mal lire la personne qui est en face de toi. Et puis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est quoi l'intérêt de la boîte, c'est quoi l'intérêt de l'équipe, et du coup aussi c'est quoi l'intérêt de la personne. Il faut faire attention à la personne, mais il faut quand même mixer les trois et peut-être faire un peu moins cas de vraiment ce qui est important pour la personne de ton équipe. Et du coup, c'est en ça que je suis libéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de dire quelque chose à une personne, je lui dis simplement, en prenant bien sûr les pincettes, en étant bienveillant, mais par contre, je suis très transparent envers mes équipes et ça marche bien. Parce qu'ils apprécient le fait que ça soit transparent, que quand il y a un problème, on se dit les choses. Moi, je leur dis des trucs, ils me disent des trucs, on est très transparent. Et du coup, on arrive à mieux, ensemble, adresser les choses, corriger ou améliorer les choses, parce qu'on a été... on s'est dit les informations et on a pu le faire ensemble. Il y a une proximité, quoi. Oui, exactement. Proximité et la manière dont tu t'adresses aux personnes, c'est toi en fait. Oui, exactement. C'est pas un toi avec un filtre. C'est ça, il n'y a pas de rôle en fait. C'est Olivier. Comme je suis dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'être au travail aussi. Du coup, j'enlève peut-être les masques que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et du coup, si j'ai envie d'animer une réunion avec une perruque sur la tête, je le fais. Et d'ailleurs, je le fais souvent. C'est vrai? Tu l'as fait? Souvent, toutes les techmonsli qu'on fait, on est souvent déguisé, ou alors on est souvent... Parce qu'en fait, on amène cette folie qui fait peut-être partie de moi, voilà. Et
on parle de choses sérieuses, mais pourquoi on peut parler de choses sérieuses avec un esprit décalé ou avec une forme décalée, et ça marche vraiment très bien sur les équipes. Donc voilà, c'est dans ce sens où je disais je suis une personne libérée parce que j'arrive à être plus moi et limite à se dire en fait ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche. En fait, moi, ce qui m'importe pour moi, c'est mon équipe, c'est être efficace, et du coup je suis efficace comme j'en ai envie. Et le fait d'être dans une startup où il y a des personnes et des collaborateurs qui sont plus jeunes, ça permet aussi de le faire, versus si j'étais dans une plus grosse entreprise avec des gens plus âgés, ce serait peut-être un peu plus difficile. Mais là, on a la possibilité de le faire, et du coup, je prends cette possibilité. Et du coup, là, c'est vrai qu'animer des réunions avec des perruques sur la tête, bon, je pensais pour l'anecdote, mais et ça doit être fait. Il y a d'autres choses ça se matérialise comment, ce côté libéré? Il y a d'autres exemples que tu as en tête? Des fois, tu mets des filtres sur ce que tu as envie de dire, sur ce que tu as envie, et du coup, tu peux sortir d'une réunion en étant frustré, en se disant, mais en fait, j'ai pas dit tout ce que j'avais envie, mais pourquoi tu l'as pas dit en fait? Non, il faut le dire au moment T, pendant la réunion. Ok, tu as envie de dire quelque chose, bah, tu le dis, même si ça va pas faire plaisir à la personne qui est en face. Mais ce que tu veux, c'est d'être efficace, et c'est envie de faire avancer les sujets. Et du coup, le fait d'être libéré, comme ça. Donc, à une époque, tu te mettais tu sais sur quelle thématique tu te mettais des filtres sur lesquels tu en aurais plus aujourd'hui? Je pense sur à peu près tout. Tu te dis, ok, mon manager, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Mon manager, c'est quoi ce qu'il attend? Et du coup, tu te mets beaucoup de filtres, et tu te limites, et se limiter, c'est un peu dommage. Ok, donc là maintenant plus de limites, plus rien. Non, non, mais c'est bien. Et alors, est-ce que c'est quelque chose c'est des filtres que tu avais également, filtres en tant que manager, mais est-ce que on peut en avoir à d'autres positions, en tant que développeur, en tant que CEO? Tu veux dire Ce que je veux dire, c'est que moi je trouve ça très bien. Justement de dire les choses en transparence, et qu'il n'y ait pas de filtre. Après, nécessairement, il y a des fois où avec une casquette CTO, avec une casquette manager, avec une casquette CEO, on peut avoir le poids des mots qu'on a est pas perçu de la même manière. Tu vois, quand on fait une blague, ou quand on fait un troll, ou quand on fait de l'autodérision, la personne qui reçoit le troll, si ça vient du manager, ne le reçoit pas forcément de la même manière, pas réagir de la même manière. Bien sûr, mais en fait, du coup, c'est ce que je disais, je sais pas si je l'ai bien exprimé, mais c'est pas parce que je n'ai pas de filtre que je suis pas bienveillant, et je fais pas cas de la personne qui est en face. L'humain, c'est le plus important pour moi. Moi, je me lève le matin, c'est pour mes équipes, c'est pour rien d'autre. Quand je vais au travail, c'est pour ça que j'adore aller au travail en présentiel, c'est que je vois les gens et je travaille avec eux. Donc pour moi, c'est le plus important. Donc après, quand tu connais tes équipes, tu sais s'ils reçoivent bien, par exemple, le troll, et donc du coup, s'ils reçoivent bien, ok, tu peux leur en faire. Mais par contre, du coup, tu fais attention quand même à ton équipe. C'est le fait de ne pas avoir de filtre, ça ne veut pas dire pas faire attention à tes équipes, mais tu peux passer les messages sans être blessant, sans être violent, y a pas, sans crier. En mode CNV. Oui, exactement. Et en mode one, parce que là, du coup, en mode, je veux pas sortir d'une réunion en étant frustré de pas avoir dit quelque chose. Des fois, tu peux avoir envie de dire quelque chose pendant une réunion, mais qui va toucher quelqu'un en particulier. Exactement. Dans ces cas-là, tu le dis pendant la réunion, non, ou tu one to one. Tu le dis dans un deuxième temps, et ça, c'est important d'avoir cet espace où tu vas dire la chose à la personne en one to one, et tu vas pas le blesser devant tout le monde. Ça aura pas de sens. Ça ferait pas efficace, quoi. Non. Ok. Et donc Skello est une entreprise qui te permet d'être dans cet état d'esprit, et dans d'être aujourd'hui le manager libéré que tu es. Ouais, parce Skello, si tu peux en dire quelques mots. Ouais. Du coup, Skello, c'est un outil de planification RH destiné aux équipes de terrain. Voilà, donc on s'articule autour d'un planning intelligent.
qui permet de planifier du coup les journées dans des restaurants, dans des pharmacies, dans des shops. Et on a une deuxième partie aussi qui tourne autour de l'employé, donc tout ce qui est contrat, tout ce qui est congé. Donc on a vraiment l'écosystème RH et planification dans l'outil. Aujourd'hui, du coup, l'entreprise elle a 6 ans, elle a été créée il y a 6 ans. Aujourd'hui, on est en train de se développer en Europe. On est disponible en Espagne, on est disponible en Allemagne. Et côté personnes, tous les ans, on fait x2, donc il y a une grosse croissance. Aujourd'hui, on est 240. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on était peut-être 50. Donc chaque année, il y a beaucoup de monde qui nous rejoint. Et du coup, ça amène pas mal de challenge, notamment au niveau management. Oui. Au niveau du... Ouais, gros scale. Donc gros scale au niveau de la boîte, gros scale au niveau de tes équipes à toi. Oui. C'est... Aujourd'hui, t'en es où? C'était où il y a 2 ans Alors quand je suis arrivé, on était 12, je crois. Et aujourd'hui, on est une cinquantaine. On n'est pas là où j'aimerais être. C'est-à-dire qu'en fait, une boîte comme la nôtre, normalement, c'est 30%, la tech et le produit. Aujourd'hui, c'est un peu moins parce qu'il y a des enjeux de recrutement. C'est pas évident de recruter sur Paris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on teste plein de choses pour grandir, pour trouver les talents là où ils sont. On a ouvert une équipe à Barcelone, on a ouvert une équipe à Bordeaux pour aller chercher des nouveaux talents, parce que sinon, sur Paris, tu as un peu l'impression de connaître tout LinkedIn quand t'as chassé, et tu te dis, ok, mais comment je vais faire pour recruter tous ces talents? C'est pour ça que voilà, on ouvre un peu les chakras en ce moment pour du coup nous donner plus de possibilités sur nos ambitions de recrutement. C'est tout récent l'antenne de Bordeaux. Enfin, j'ai cru voir passer un petit post LinkedIn. Exactement. Ouais. Ça c'est plus fait sur un. Est-ce que je le raconte? Bon, allez, vas-y, je le raconte, tu m'en voudras pas, on va dire. Un des engineering managers pendant le Covid qui a déménagé à Bordeaux. Ouais. Et du coup, il est arrivé un lundi matin en réunion engineering manager. Il m'a dit, au fait, j'ai déménagé à Bordeaux. Tu gères comme tu peux. Et là, tu te dis, c'est très compliqué de gérer un truc pareil parce que du coup, tu n'y attends pas forcément. Du coup, voilà, il a fait l'effort de venir toutes les semaines, 2 jours à Paris, parce que nous, on a une politique de 2 jours de présentiel et 3 jours de remote. Et après, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une équipe à Bordeaux. Comme ça, lui, il est sur Bordeaux. Et puis, on peut développer Scalo aussi sur Bordeaux. Donc, oui, c'est parti sur un... Les dessous de la création de l'agence de Bordeaux. C'est ça. Ok. C'est rigolo. Et donc, du coup, une cinquantaine. Ouais, c'est ça, une cinquantaine. Et je suis content qu'on... Alors... Oui, on pourrait être plus, mais ce qui est important pour moi, c'est le fait qu'on structure bien l'équipe et qu'on arrive à la faire grandir correctement. C'est-à-dire que peut-être que si on s'était donné, si on avait plus de moyens, c'est-à-dire plus de recruteurs, on arriverait à faire grossir l'équipe plus vite. Mais ça serait pas forcément top, parce que ce qui est important pour moi, c'est que l'équipe elle grandisse, que chacun puisse trouver sa place. Et du coup, quand on construit l'équipe, quand je construis l'équipe, que je la structure, je regarde tous les postes. Et tous les postes, il faut qu'ils aient de la valeur pour la boîte et qu'ils soient intéressants pour la personne. Et je pense qu'on y arrive. Donc oui, on prend un peu plus de temps pour structurer l'équipe. Mais aujourd'hui, l'équipe actuelle, il n'y a aucun poste où c'est des postes entre deux, où la personne se dit « mais moi, c'est quoi ma valeur, à quoi je sers ?» Tous les gens de la tech, aujourd'hui et du produit, ils savent pourquoi ils sont chez Scalo, qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils construisent et à quoi ils servent dans l'équipe. Ça, c'est très important pour moi. Est-ce que c'est... Alors du coup, là, vous êtes en phase de scale. Donc du coup, il y a du projet, il y a plein de projets, il y a de l'évol, il y a des ambitions, il y a les budgets qui vont avec. Est-ce que tu as vécu dans d'autres expériences des moments où tu n'es pas en phase de scale et où c'est peut-être un peu moins facile en tant que manager de construire des postes qui vont convenir à tout le monde, parce que il y a des fois des choses un peu moins sympas à faire ou du coup quand on n'est pas en scale, ça peut être différent? Alors, je peux te répondre un peu de manière détournée. En fait, le fait que ça soit si important pour moi, que chaque poste compte et que chaque personne ait
un boulot qui soit important et qui lui plaise, c'est peut-être mon passage chez Mythic. Mythic, c'est une boîte géniale. Vraiment, je rêvais de travailler chez Mythic. Et du coup, j'ai pris une partie des équipes de développement. Donc, j'étais engineering manager, j'avais 50 personnes dans l'équipe environ. Et j'avais un poste qui était un peu entre le VP Engineering, qui avait vraiment un gros charisme et qui poussait énormément très fort. Donc, il y avait vraiment beaucoup de décisions qui étaient prises par lui. Et j'avais des team leads qui étaient très opérationnels. Et moi, j'étais au milieu. J'étais entre, du coup, une direction très forte des opérationnels, et j'avais un poste où je me disais, mais en fait, à quoi je sers? Enfin, je comprenais pas, en fait, mon poste. Et du coup, bon, je suis pas resté longtemps, je suis resté 1 an chez Mythic. Je le regrette pas, hein, parce que vraiment, c'est une belle boîte qui amène le produit. Il amène du bonheur à certains humains, donc ça c'est super comme produit. Par contre, mon poste, non, ça n'allait pas du tout. Enfin, il ne me convenait pas en tout cas. Du coup, c'est pour ça que voilà, quand j'ai commencé à structurer l'équipe chez Skello, je me suis dit, ok, construisons des postes qui ont une vraie valeur. Et c'est pour ça que les postes d'engineering manager qu'on a construits, ils sont vraiment très riches. Et du coup, ça me donne une nouvelle complexité. C'est ok, maintenant on scale beaucoup. Aujourd'hui, on a 7 équipes. L'année prochaine, on aura 14 équipes. Moi, je ne peux pas avoir 14 engineering managers en direct. Du coup, qu'est-ce que je mets entre eux et moi? Est-ce que je mets un poste de VP engineering? Est-ce que je mets plusieurs postes de VP engineering? Et je me dis, j'ai pas envie de leur enlever de leur métier, de leur périmètre. Mais moi, il me faut des relais. Et du coup, en ce moment, voilà, je réfléchis beaucoup à ça, à me dire comment je construis un poste qui a aussi de la valeur, qui est aussi intéressant pour la personne qui va le prendre, et qui enlève pas de valeur à un autre poste. Donc là, voilà, je réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai pas encore réussi à craquer le. Non, t'as pas craqué. Non, pas encore. J'ai encore un peu de temps parce que pour l'instant, ils sont 6. Donc voilà, entre 6 et 14, j'arrive encore à gérer 6 personnes en direct. Ça va être quoi la limite? C'est 8-10? Passer 10, c'est ça. un peu dur. Passer 10, c'est compliqué pour avoir une relation qualitative avec la personne. Après, c'est plus ça fait un peu abattage quand même. Si j'ai tout mon mardi où il n'y a que des one-to-one, genre toutes les demi-heures, il y a un one-to-one, non, c'est pas possible. Et pour eux, pour moi, c'est pas envisageable. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu mets dans le poste d'engineering manager que tu n'avais pas chez Mythic, du coup, et qui fait que tu perçois le poste comme plus riche? J'imagine que toi, tu t'effaces du coup de certaines décisions. Il y a plus de latitude, de flexibilité, d'autonomie sur certaines prises de décision. Voilà. Bah, déjà, mon management, c'est vraiment un management collégial, collectif. Ce que je pense, c'est que plus on est de cerveaux et plus on prend des bonnes décisions. Bon, après, il faut qu'il y ait une personne qui anime les cerveaux, parce que plein de cerveaux aussi, ça peut partir dans tous les sens. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de décisions collégiales, même si je suis là et que voilà, des fois, je ne suis pas d'accord et on en discute. Mais oui, donner pas mal de latitude aux ingénieurs managers, qu'ils aient vraiment un ownership sur leur équipe. Ce qu'on a construit, c'est du coup des engineering managers qui sont très opérationnels. Donc en gros, ils ont 3-4 métiers dans leur équipe. Ils sont un peu Scrum Master, donc ils huilent un peu les process de leur équipe. Avec le PM, donc ils font un couple EM-PM pour driver, pour entraîner les projets de l'équipe, pour les mener le plus loin possible. Après, ils sont bien évidemment managers des développeurs qui sont dans leurs équipes. Et le 4e, c'est un rôle plus pas d'architecte, mais ils sont honneurs de la partie technique de leur périmètre. C'est-à-dire que quoi je leur demande côté technique, ils doivent être capables de me répondre, donc ils doivent avoir la connaissance de l'intégralité de leur périmètre. Et du coup, ces 4 rôles, plus quand ils ont un peu de temps, ils codent aussi pour garder un peu la main, la légitimité. Voilà, c'est ça, la légitimité. Donc ça fait un poste qui est super, super riche. Après, ça leur fait des belles journées, ils sont vraiment pas mal occupés. Mais je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'ils apprécient aussi cette construction de rôle d'engineering manager. Ok, c'est clair. Au niveau du scale, en 2 ans, toi, est-ce que tu as rencontré c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on scale? Au-delà du fait qu'il faut bien construire les postes et qu'ils aient de l'intérêt, et que c'est vraiment important pour toi, est-ce que tu as pris des murs, tu as pris des ralentisseurs
Ben, le recrutement, je pense que c'est le ralentisseur. Ouais, c'est le ralentisseur, mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est presque une guerre. En plus, nous, on fait du B2B. On n'est pas des grosses marques du B2C. Donc, en fait, Skello, c'est pas connu. Si tu travailles dans un restaurant, oui, c'est connu parce qu'en fait, ils utilisent notre outil ou dans d'autres secteurs qu'on adresse. Maintenant, le grand public connaît pas Skello. Donc, il faut trouver des techniques pour essayer de recruter aussi bien que les grands noms de la tech. Et donc, ça peut passer par plein de choses. On fait beaucoup de choses au niveau... on fait parler de nous. On a un blog, on essaie de l'animer, on essaie de participer à des talks, on essaie de faire parler de la tech pour dire que la tech chez Skello, c'est cool et du coup, inciter les gens à nous rejoindre. Du coup, ça en 2 ans, je pense on l'a vraiment beaucoup fait. Et ce qui est positif, c'est que les candidats, quand ils viennent en entretien, il n'y en a pas un qui nous parle pas de « Ah, j'ai lu votre blog sur tel ou tel microservice que vous avez écrit » ou « Ah, j'ai entendu ton podcast » ou j'ai vu cette vidéo. Et ça, c'est ultra positif et c'est très gratifiant parce que tu te dis je le fais pas pour rien, je le fais et du coup ça donne envie aux gens de venir nous rejoindre. Dans tous les cas, de venir voir, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, on essaye pas mal de techniques de recruteurs, de se dire. Alors je sais pas si je peux trop les partager, parce que du coup, faut pas que les candidats se sentent un peu trompés, mais tous les recruteurs utilisent les adresses email, du coup les miennes, des engineering managers, parce que quand tu es contacté par un recruteur, le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire c'est bon, c'est le 12e de la journée, j'ai pas envie de lire ce qu'il m'écrit. Par contre, quand il y a le CTO ou alors un engineering manager qui vient te parler au plus proche, du coup, ça parle aux développeurs et du coup, on arrive à mieux les catcher, les intéresser. Et ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'on leur ment, parce qu'en fait on fait des mails automatisés en mettant des liens de nos podcasts ou alors des liens de blog, vraiment pour être un peu plus que hey, salut, est-ce que tu veux travailler avec nous? Non, en fait on te raconte ce qu'on fait chez nous, modestement, et puis on te dit si tu veux en savoir plus, viens nous parler. Et donc ça marche plutôt pas mal. De faire cette approche. C'est en fait les opérationnels qui parlent aux développeurs et pas l'équipe recrutement, même si en in fine c'est l'équipe recrutement qui chasse. Pour le coup, il faut que le discours d'approche, tu sois en phase avec, quoi. Ah oui, vous êtes complètement coordonnés, parce que c'est ta boîte mail, quoi. Oui, derrière qui part. Donc en fait, ça doit être tes mots quelque part. C'est moi qui ai écrit les mails. Ouais. Et les histoires, on les a racontées avec les engineering managers. Donc on a vraiment raconté l'histoire qu'on voulait proposer pour entrer en contact avec les candidats. Et ensuite, c'est automatisé par l'équipe RH. Donc ça reste tes mots, quoi. Ah oui, ça reste tes mots, ta manière. C'est important. C'est important parce que sinon ça fait ultra fake et du coup c'est pas possible, et du coup ça peut donner des situations un peu cocasses où en fait tu rencontres quelqu'un qui te dit hey, tu m'as parlé et tout, on s'est vu, c'est arrivé. Tu sais coder en fait. Ouais, ou tu te dis mais en fait c'est toi qui m'as écrit, je dis, mais oui mais non en fait, et des fois c'est un peu compliqué, mais le dernier sur lequel c'est arrivé, on l'a recruté, donc voilà, parce qu'après, une fois qu'on a cette mise en relation, mise en contact, on parle avec des vrais gens, donc des ingénieurs. En 3D, quoi. En 3D, enfin, c'est souvent, ou en 2D. Souvent en visio, mais du coup, voilà, une fois qu'on a ce premier hook, du coup, on arrive à parler avec les gens et ça aide pas mal. Ok. Tu m'as dit que tu avais 7 feature teams, que des feature team dev, ou il y a des... tu t'occupes également de, je sais pas, data, réseau, infra. Ouais, sur le périmètre. Ah oui, ça. En fait, les 7, c'est 7 devs. Et du coup, dans mon périmètre, j'ai aussi tout ce qui est du coup cloud, data, IT interne bien évidemment, et puis QA. La partie produit n'est pas dans mon scope. Voilà, il y a une head of product, enfin une VP product. Voilà, il y a tous les deux, on gère l'équipe product dev au global. Ok, toi tu es en contact direct avec le head of
PM, quoi. Oui, Ok. exactement. Ok. Et je crois que sur l'une des choses qui t'intéresse pas mal, c'est la partie infra, cloud, une de tes petites marottes à toi, quoi. Ouais. En fait, ça vient un peu naturellement. Quand, j'ai 20 ans d'expérience. Les 10 premières années, j'ai fait du dev, j'ai fait un développement web. Et puis après, tu te dis, ok, qu'est-ce que je dois voir pour grandir, commencer à encadrer les équipes. Et puis après, tu t'intéresses à la partie infrastructure. Et puis après, voilà, tu augmentes ton périmètre à chaque fois pour avoir de la légitimité, pour parler de tous les sujets tech. La partie cloud, j'avoue que vraiment c'est quelque chose qui m'importe et qui m'intéresse le plus. Et en fait, je me rappelle quand je travaillais à la centrale, donc le groupe Carbot Media, je venais de Promo Vacances. Chez Promo Vacances, on était encore en mode, ok, on héberge nos serveurs dans un data center qu'on possède. Et du coup, quand tu as envie d'avoir une nouvelle machine, tu vas voir l'équipe Ops, tu les supplies de monter une machine et tout. Et tu te dis, mais non, tu te rends pas compte, c'est super cher, une machine, machin truc et tout. Et après, tu arrives à la centrale et ils sont sur AWS. Et là, quand tu demandes à l'équipe infra, je peux avoir un serveur, ils te disent, ok, t'en veux qu'un? Je dis, comment ça, t'en veux qu'un? Je dis, non, on peut en créer plusieurs, on peut les détruire, on peut les faire marcher que la journée, on peut les faire marcher que la nuit. Et là, du coup, grande découverte, et là, ça change complètement la façon de réfléchir les architectures, de réfléchir l'informatique, de réfléchir les possibilités de projets. Enfin, ça change vraiment énormément beaucoup de choses. Et du coup, ultra passionnant pour moi. Aussi bien la partie vraiment architecture cloud que la partie FinOps, parce que vraiment, tu te dis, ok, j'arrive à monter des architectures de fou en payant quasiment pas grand-chose. L'évolution aussi du cloud, ça va très vite. Vous êtes chez qui là chez Scalo, vous êtes chez qui? Chez Scalo, on est chez AWS. La centrale, c'était pareil aussi. C'était AWS aussi. Ouais. Et entre-temps, j'avais chez Drou, j'avais testé GCP. Donc voilà, la même approche, la même souplesse d'infrastructure sur les deux cloud providers. Donc vraiment très, très intéressé par ces sujets. Et du coup, niveau FinOps, comment tu sensibilises tes équipes? Comment tu te fais accompagner? Comment tu fais gaffe à ta facture? C'est quoi tes petits tips au niveau, je sais pas, voilà, architecture, au niveau, peut-être même au niveau du code, comment tu optimises pour que ton programme il soit 30% plus performant? On utilise pas mal ce qui est fourni, notamment chez AWS. Tu peux faire de l'autoscaling, tu peux faire de l'autoscaling de manière très, naïve. Au début, c'est ce qu'on a fait sur Scalo. On s'est dit, ok, la nuit, nos utilisateurs ils sont pas là, donc on va baisser le nombre de serveurs. La journée, il y a beaucoup de charges, du coup on monte le nombre de machines. Du coup rien que ça te permet de faire 20% d'économie sur la facture. Et après tu te dis, ok, ça c'est bien, mais je peux aller encore plus loin. Du coup tu te dis, ok, je vais utiliser les datas qui sont transmises par AWS. Du coup, par exemple, le pourcentage de CPU, le pourcentage d'utilisation de la mémoire, et en fonction de ces deux datas, tu peux scaler ton infra. Ça, c'est génial parce que du coup, ça marche vraiment. Après, il y a certaines typologies de machines sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Par exemple, typiquement tout ce qui est job, ça marche pas. Ce qui est intéressant, par exemple pour les jobs, c'est le nombre de messages qu'il y a dans tes queues. Et du coup, tu te dis, ok, du coup, je vais aller encore plus loin et je vais créer des custom metrics sur AWS pour être proche de mon business et de mon opérationnel. Et du coup, nous, une des custom metrics qu'on a rajoutées, c'est le nombre de queues dans certaines files de jobs. Et du coup, quand il y a beaucoup de messages à dépiler, on augmente le nombre de machines sur nos machines de job. Et quand il y a pas beaucoup de messages, on diminue. Et donc, du coup, ce combo de se dire, ok, il y a des custom metrics, il y a des métriques plus globales et des comportements, typiquement le jour et la nuit, ça nous permet vraiment d'optimiser la facture. Et en faisant ça, on a optimisé peut-être de 35% la facture. Donc c'est énorme. C'est top. Et en plus, c'est poussé par AWS parce qu'ils sont là en train de nous dire, hey, vous savez que vous pouvez optimiser ci, vous pouvez optimiser ça. Il y a des spots instances. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas besoin de machines toute la journée, vous pouvez aussi utiliser des spots instances. Les spots instances, et ils peuvent récupérer la machine quand ils en ont envie.
Mais du coup, sur des trucs par exemple de la dev ou de l'intégration, c'est pas grave s'il nous pique une machine, on s'en fout, on en a 30 autres, donc c'est pas grave. Et du coup, ça permet vraiment d'optimiser la facture. Et après, du coup, tu vas encore plus loin, tu te dis, ok, les EC2 c'est bien, les machines c'est bien, mais le serverless c'est encore mieux. Et du coup, là, il y a vraiment un champ de possibles pour faire des features qui scale de malade et qui coûtent quasiment pas grand-chose. Il y a une des features qu'on a, c'est la badgeuse. En fait, quand les employés arrivent dans leur shop ou dans leur restaurant, ils badgent à l'entrée. Après, quand ils partent en pause, ils rebadgent. Et quand ils rentrent chez eux, ils rebadgent. Donc, en fait, sur des plages très restreintes, tu te reçois des centaines de milliers de badges en même temps. Typiquement, ils arrivent tous en même temps, donc ils badgent tous en même temps. Ouais. Du coup, on reçoit plein de hits sur la plateforme, de gens qui badgent. Après, pendant qu'ils travaillent, on ne reçoit plus rien sur la feature. C'est-à-dire que, voilà, oui, c'est visible, quoi. Exactement. Et après, pof, tu reprends une pique de charge et après un repique de charge en fin de journée. Et du coup, historiquement, on avait du coup la feature qui tournait sur des EC2. Et du coup, en gros, tu payes des EC2 toute la journée pour rien faire. Du coup, tu te dis, je vais utiliser les lambda. Du coup, la partie serverless d'AWS. Tu codes ta feature dans des lambda. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu en as besoin, tu appelles un lambda, elle est popée. Tu utilises pendant quelques millisecondes, et puis après elle est détruite et du coup tu la payes plus vu qu'il facture à la milliseconde. Tu payes vraiment pas grand chose, et du coup tu te retrouves avec une appli qui est ultra scalable parce qu'en fait les lambdas, le boulot d'une lambda c'est de récupérer l'appel, de le traiter et puis de libérer l'appel, et donc du coup c'est vraiment fait pour scaler. Donc ça fait que en fait tu transformes une feature qui est installée sur un EC2 en une feature qui est éphémère, qui scale très fort et qui coûte pas grand chose. Du coup précédemment il y avait plusieurs machines qui étaient allouées pour cette feature là, et on est passé de peut-être 300, 400, 500 euros de facturation de C2 à quelques dollars, enfin quelques euros sur les lambda, parce que vraiment c'est quelques millisecondes tous ces hits, et du coup tu te dis l'appli elle est plus performante et en plus ça me coûte moins cher. Donc là tu as tous les avantages du cloud, de se dire tu utilises ce que tu as envie et tu utilises bien. Est-ce qu'il y a, à contrario, des trucs auxquels il faut faire gaffe, sinon la facture peut s'envoler si tu n'as pas fait attention? Des mauvaises surprises que tu as eues? Non, de mémoire pas plus que ça. J'imagine que oui, si tu allumes un service pendant des heures et des heures, que le service coûte déjà, ça peut te coûter une fortune, mais si tu mets le bon monitoring sur ta plateforme et que c'est un métier, hein, le métier des ops, c'est entre autres de faire attention à ça. On n'a pas eu de surprise. Pas eu de surprise. Non. Et c'est marrant parce qu'en fait la semaine dernière j'ai enregistré un podcast avec Stéphane Hadinger, qui est Head of Technology de AWS, et puis il me disait justement que l'un des principes importants c'était l'obsession client, l'accompagnement des clients, et c'est un peu ce que tu me relais aujourd'hui. T'as l'impression que c'est eux qui viennent te voir pour te dire dis donc, pourquoi tu dépenses autant, quoi. Ouais, souvent il y a du coup quelqu'un qui nous suit chez AWS. Et très très souvent, ils m'appellent en me disant hey, t'as pensé à ce service qui pourrait te faire gagner de l'argent, et comment on t'accompagne pour optimiser ta facture. Et ils sont vraiment tournés vers ce que tu as dit, l'obsession client, le client en premier. Et des fois, je me dis mais pourquoi en fait il me demande ça en fait. C'est lui qui vend de l'heure de computing, et du coup pourquoi il m'aide. Mais c'est vraiment de se dire amener leurs clients à être le plus contents possible, et du coup qui restent sur la plateforme, qui utilisent le plus de possibilités de la plateforme, d'outils de la plateforme. C'est malin, parce que je suis ultra content du coup du travail service. du service et du travail avec eux, j'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Du coup. Oui. Ok. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu. On est passé tout de suite à Skello. C'est vrai que tu m'as parlé de lecture de management. Tu m'as parlé de quand on est jeune manager, on tente des trucs, on essaie des trucs, on fait des erreurs aussi. Et ça fait peut-être un pont vers est-ce qu'il y a une ou deux
Enfin voilà, est-ce qu'il y a des tournants toi dans ta carrière où tu as beaucoup appris ou des étapes un peu tournants dans ta carrière? Je pense un des tournants, ça a été chez La Centrale, Carbotpedia, où du coup j'ai pu me faire coacher par Laurent Sarrazin, entre autres. C'est un coach agile Oui. qui est à l'ASG, enfin qui a écrit Rupture douce. Oui, exactement. Ouais, d'accord, C'est ok. lui. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec lui parce que déjà j'étais client, je pense. Et du coup, vu que j'étais client, il a rajouté des couches. Et moi, T'étais client j'étais de la personne. J'étais quoi. client de la personne Ouais. et j'étais client de ses méthodes d'apprentissage. Et quand il demandait un volontaire pour tester tel ou tel atelier, de toute façon j'étais là pour. Et du coup, je me disais, il faut y aller pour progresser, il faut se faire violence un petit peu, se faire challenger, se faire secouer. Et du coup, c'est là où tu apprends le mieux. Et du coup, beaucoup de coaching avec lui. Avec Jerry Lherbier aussi, c'était son associé. Alors, c'est une démarche personnelle ou c'est une démarche qui venait de la centrale? Ça a été une possibilité qui a été offerte par la centrale. Et du coup, moi, je l'ai attrapé au vol. Parce que j'avais lu pas mal de bouquins, notamment tous ceux écrits par Jürgen Napello. Laurent, il est aussi très fan de Jürgen Napello. Et du coup, je crois qu'il a même traduit un de ses bouquins en français. Et du coup, il a décliné sur plusieurs autres bouquins. Pour ceux qui n'auraient pas lu du Jürgen Napello dans le texte, ça tourne autour c'est quoi qui te marque ça tourne autour du management 3.0. Donc, tu te dis 3.0, pourquoi il dit ça, ça sert à quoi? Et du coup, il y a pas mal d'outils que tu peux tester très facilement avec tes équipes qui tournent autour de la responsabilisation des équipes, faire en sorte que ces équipes soient contentes, soient heureuses. Ça donne du sens à ce qu'ils font. Et du coup, il y a pas mal d'outils qui vont dans ce sens-là. Typiquement, par exemple, un outil qui s'appelle les Moving Motivators. C'est en gros, qu'est-ce qui est important pour tes équipes. Donc c'est un jeu de cartes en fait que tu peux faire avec tes équipes. Comment ça s'appelle, tu dis? Moving Motivators. Ok. Si on tape management3.0.com, un truc dans le genre, on tombe sur le site et il y a pas mal de ressources gratuites qui sont données. Et par exemple, Moving Motivators, c'est qu'est-ce qui est important pour tes équipes, et en fonction de ce qui est important pour elles, du coup tu peux savoir comment tu peux réagir avec elles. C'est quoi qui peut être important? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est la progression? Donc il y a pas mal de cartes en fait, je crois qu'il y a 12 cartes, et c'est une espèce de jeu, tu leur dis ok, regardez les cartes et classez-les par qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et en fait, du coup tu te retrouves avec ce qui est important pour elle vraiment, et des fois tu te dis mais en fait j'étais à milieu de penser que pour elle c'était je sais pas, la reconnaissance ou autre chose. Et du coup, pour peu qu'ils jouent le jeu, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs équipes. Il y a une équipe sur laquelle ça n'a pas du tout marché parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que tu nous fais, c'est de la psychologie, on n'est pas dans un cabinet de psychologie, on est au taf et tout. Je dis ok, ça marche pas, tant pis. Mais il y en a certains où ça a vraiment marché, et du coup tu dis ok, maintenant je sais qu'est-ce qui est important pour cette personne-là, et du coup je peux adapter mon mode de management à cette personne-là. Et du coup plein de... T'arrives à faire ça? C'est-à-dire que tu me disais tout à l'heure, en début de podcast, tu me disais moi je suis une personne libérée, je suis vrai, il n'y a pas de filtre. Oui. Est-ce que ça ne vient pas se télescoper avec je dois adapter ma manière de communiquer, ma manière de manager à ma perception de la personne que j'ai en face de moi? Alors oui, mais par contre j'ai dit aussi qu'il fallait faire cas de la personne qui avait en face. Par exemple, quelqu'un pour laquelle la reconnaissance est très importante, je sais que ça me coûte pas grand chose de le valoriser un peu plus que les autres, de mettre un message Slack, super, c'est top ce que tu as fait, comme le projet, bravo, il est sorti, et si c'est important pour la personne, il faut qu'on le fasse, parce que c'est important pour elle. Et du coup, je pense que les feedbacks positifs ou ce genre de choses, ça démultiplie ce que
que peut faire une personne. Enfin, après, elle est tellement contente que du coup, elle a envie de se donner encore plus parce qu'en fait, on cale à ses besoins. J'adhère. Moi, le feedback positif, je suis fan aussi. C'est d'ailleurs plus facile à faire que ça coûte pour le coup pas grand-chose parce que ça fait plaisir à tout le monde de le faire. Bon, après, le feedback négatif et négatif constructif, c'est important aussi. Mais c'est moins facile à faire. Moins facile. Oui. On peut le procrastiner un peu. Ouais, moi non, tu le fais pas. Si, moi, quand j'étais un peu plus jeune, maintenant c'est un peu plus facile, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je faisais devant mon miroir. Bon, c'est ridicule ce que je raconte, mais c'est pas grave, c'était devant mon miroir. Ouais, tu te répétais la scène. Je me répétais la scène devant mon miroir. Et là, je me regardais, je me disais, mais non, mais je peux pas lui sortir comme ça, c'est pas possible, il va pas le recevoir correctement. Et du coup, je disais, ok, bon, alors comment je le fais? Et du coup, après, j'arrivais, j'avais répété mon feedback négatif, et du coup, ça passait. Ok. La technique du miroir. Du miroir. Et donc, du coup, on a un peu digressé, on était sur la partie coaching, et que tu t'es fait pas mal coacher. Il t'a apporté quoi, Laurent? Il m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est ce que t'attends d'un coach, toi? Oui, exactement. En gros, s'il est juste là pour lire un PowerPoint, j'ai pas besoin de lui. J'achète un bouquin, puis je le lis, et puis éventuellement, si j'ai des questions, j'essaie d'envoyer un message à l'auteur. Mais s'il y a un coach, c'est OK, il va peut-être m'apporter... Il y aura peut-être une première partie où il y aura oui, effectivement, un PowerPoint. Mais après, par contre, quand on fait les jeux de rôle, quand on fait les ateliers, il faut vraiment qu'il m'amène très loin, où je me sens pas à l'aise. Et du coup, c'est là où je pense que je progresse le plus. T'as des moments particuliers où t'as eu une petite goutte sur le front et puis ça t'a fait retirer quelque chose que tu peux partager? Je me rappelle, il y avait un exercice, il y avait 2 exercices, je me rappelle, où vraiment j'ai transpiré. C'est l'exercice du pourquoi, où il te demande pourquoi. Enfin, tu racontes une histoire et puis il te demande mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Il y a le 3 pourquoi, et là, je crois qu'il allait beaucoup plus loin que le 3 pourquoi. Vraiment pour se dire, ok, tu réagis comme ça, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et à chaque fois, je me disais, mais je suis pressé comme un citron, je ne sais pas quoi répondre de plus, mais il m'amenait encore plus loin. Et là, à la fin, tu te dis, ah oui, mais en fait, j'ai trouvé la root cause, notamment quand tu as une difficulté à gérer avec un collaborateur. Tu vas l'amener à chercher la root cause de pourquoi il n'est pas content. Et du coup, tu poses plusieurs fois ce pourquoi-là. Et du coup, à la fin, tu arrives à trouver enfin pourquoi la personne n'est pas contente ou ce genre de truc. Je ne sais pas si je suis très clair. Hein. Si. Alors, c'est marrant parce que le podcast avec AWS la semaine dernière, c'est leur manière de faire des post-mortem. Du coup, les 5 why, faut poser 5 fois le pourquoi. Et donc, c'est marrant que tu m'en parles là. Toi, c'est quelque chose que tu appliques en tant que manager aussi J'essaye. Après, je t'avoue que quand tu fais l'exercice, oui, c'est quelques temps après, tu le fais. Et puis après, tu te dis, mais c'est plus naturel. Donc, je ne me suis peut-être pas assez entraîné sur cette technique-là pour qu'elle soit naturelle pour moi. Dans tous les cas, ça t'a mis... petite transpiration. Tiens, je suis pas en zone de confort là. Oui, complètement. Et bon, celle-là, j'étais pas très bien, mais celle d'après, j'étais encore moins bien. C'était, je devais faire un feedback négatif et Laurent a joué le jeu. Donc, il a joué la personne qui était en face. Et du coup, il s'est mis dans l'état où la personne pourrait réagir. Donc, on l'a fait plusieurs fois avec différents types de réactions. Donc, quelqu'un qui s'effondre en larmes, quelqu'un qui peut être agressif, quelqu'un qui te regarde et qui te dit rien. Et du coup, tu ne sais pas comment continuer la discussion. Et donc, à chaque fois, il prenait du coup un personnage différent. Et du coup, il me demandait de faire le feedback et de réagir comme j'aurais pu réagir avec cette personne-là. C'était très compliqué. C'était très, très, très difficile parce qu'en fait, tu as envie de travailler. Donc, en fait, tu y es complètement. Donc, tu as l'impression qu'en face, tu as la personne vraiment quelqu'un qui réagit de cette façon-là. Et du coup, ça te met vraiment dans un inconfort. Parce que du coup, tu ne l'as pas préparé. Parce que du coup, c'est du spontané. Et du coup, tu réagis comme tu peux. Et en plus, Laurent est très fort. Et du coup, quand il voit que t'es pas bien, il en rajoute.
Du coup, vraiment pour t'amener, si tu en as envie, hein, à chaque fois, quand tu vois que la personne elle est cliente, il peut y aller très fort au niveau coaching, et après il peut être light, hein, il n'est pas méchant, Laurent. Et c'est vraiment à la demande. À la demande, Ouais. exactement. Et ok, il y a eu une opportunité, mais toi, tu avais toujours été. Moi, je trouve toujours que c'est une démarche qui est quand même un peu particulière de se faire coacher, mais à chaque fois, j'en entends beaucoup de positifs, quoi. Donc c'est. La première fois, j'ai testé, je savais pas trop ce que ça allait être. J'ai vraiment beaucoup adhéré et j'ai vu que ça a amené une certaine progression. Et du coup, je pense que c'est vertueux. Je pense qu'à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau de management, pour peu que le coach soit très bon, ça peut apporter beaucoup de choses et ça fait vraiment progresser très vite. Faut trouver celui qui te va, quoi. Exactement. Bon, alors, donc on fait un coucou à Laurent Sarrazin, Exactement. qui a priori, ça a bien fonctionné. Ok. Donc, un des tournants, l'approche coaching à la centrale et cette possibilité qui t'est offerte de progresser d'un point de vue de management. D'autres tournants, d'autres choses fortes dans ta carrière? Des moments un peu forts Sur la partie management, pas forcément. Management ou un tournant, une expérience qui... Ouais, une expérience qui a été marquante pour moi, c'est une de mes premières, c'est celle chez Allociné. Du coup, Allociné, vraiment, version, il y avait encore le cofondateur, Jean-David Blanc. Donc c'était vraiment un start-up de début, je crois qu'on était 20. Et du coup, gros mode de start-up. Pour le coup, on travaillait le soir, le week-end. Mais moi, je suis passionné de ciné. Du coup, j'étais ultra content de travailler chez Allociné. Et du coup, on s'en fichait un peu de nombre d'heures qu'on faisait. Parce qu'en fait, quand tu livres quelque chose et qui est utilisé par plein de gens, c'est tellement valorisant. Tu te dis, en fait, ce que j'ai codé, tout le monde qui l'utilise et tout le monde qui consulte le site pour aller au ciné. Et en plus, c'était une startup, donc on avait une idée, ok, on lançait le truc, on le codait, et puis 2 jours après, c'était shippé, c'était en prod. Voilà, c'était moins de process, peut-être moins de qualité aussi. mais en tout cas, voilà, quand il y avait ces idées-là, ça partait très vite en prod. Et une des choses qui m'avait beaucoup plu, c'était à l'époque, c'était le début, c'était il y a 20 ans, donc c'était il y a un moment, c'était le début du mobile. Et du coup, on travaillait sur le WAP. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais bon, c'est l'ancêtre du coup des smartphones. Oui, on se comprend. Et du coup, voilà, le WAP, c'était vraiment la première version des applis qu'on pouvait avoir sur les smartphones. Et du coup, on avait un partenariat avec Orange. Et Orange nous donner la possibilité de géolocaliser les personnes depuis leur téléphone. Donc il fallait vraiment que l'opérateur donne la possibilité de géolocaliser. Et donc on s'était dit, si on arrive à géolocaliser les personnes, on peut leur dire voilà les horaires des cinémas qui sont autour de toi. Et donc ça c'était révolutionnaire. Maintenant c'est un peu la base. Mais à l'époque c'était révolutionnaire. Donc on code comme des fous voilà, pendant plusieurs nuits. Et on arrive avec quelque chose qui était fonctionnel, c'est-à-dire que vraiment où on était dans Paris, on pouvait avoir les horaires des cinémas qu'il y avait autour. Du coup, prêt à shipper le projet. Entre-temps, on apprend qu'on vient d'être racheté par Vivendi. Donc le cofondateur nous a vendu à Vivendi. Et du coup, Vivendi, Orange, un peu conflit d'intérêts. Donc Orange dit, ok, on stoppe le projet. On vous partage plus la géolocalisation de vos utilisateurs. Et du coup, voilà, le projet qui ne sert plus à rien, parce que sans géolocalisation, voilà, on était un peu mort, et du coup, on a mis le projet à la poubelle. Donc, c'était un peu grosse... Là, t'étais dev? Oui, t'étais dev multicasquette? C'est ça, on était 20 dans la boîte, donc on faisait un peu tout. Voilà, il y avait quelqu'un Jean-David, il arrivait avec une idée. Ah tiens, si on géolocalisait les gens, ok, d'accord, très bien. Et puis voilà, il n'y avait pas de chef de projet. Et tu pars pour 2 mois sur le sujet, quoi. Voilà, tu pars pour quelques journées ou quelques semaines sur le truc. De temps en temps, il s'assoit à côté de toi, il te challenge, il dit, oh vas-y, montre-moi comment ça marche et tout. Et puis après, pouf, ça part en prod. Et donc là, ça n'a pas pu partir en prod. Donc c'était vraiment une grosse déception, parce que pour moi, c'était révolutionnaire. Je me dis, wow, quand on va shipper cette feature-là, tout le monde va être content, tout le monde va l'utiliser à fond parce que c'est novateur. Et là, voilà, conflit d'intérêt, on arrête le truc. Donc, voilà.
Mais ça apprend aussi, ça apprend une autre dimension que après on peut apprendre dans d'autres expériences beaucoup plus vieux, ou quand voilà, il peut y avoir de la politique dans les entreprises. Bah là, voilà, c'était une start-up, mais on a été face à un cas de politique d'entreprise. Ouais, ou extra-entreprise, quoi. Ou extra-entreprise, exactement, ouais. Donc là, tu as dû le gérer. En 20 ans, tu as eu qu'un projet comme ça qui est. Abandonné vraiment ? Ouais. Vraiment de manière aussi violente, enfin violente entre guillemets, oui. Enfin, t'arrives à 2 jours du clic mise en prod et et c'est abandonné. Ouais, ça t'est jamais trop arrivé. Ça m'est jamais arrivé sinon. Après, peut-être parce que j'ai plus travaillé dans le monde du web et de la startup. Du coup, des gros projets comme ça qui sont abandonnés, j'en ai pas trop vu. Et si ça. Ok, donc tu as dû le gérer en tant que développeur, jeune développeur. Si tu avais à le gérer en tant que manager vis-à-vis de tes développeurs, tu le gérerais comment ? Parce que j'imagine que c'est une déception à encaisser un petit peu, quoi. De Stop Projet, je pense que il faut expliquer. En tant que manager, je pense que là, quand tu es manager, il faut vraiment parler beaucoup avec tes équipes. Et ce que je fais, notamment chez Skello, ultra transparent, donner beaucoup d'informations, le plus d'informations que tu peux, et le plus rapidement possible. Et du coup, en expliquant le contexte, en disant peut-être oui, on va stopper ce projet, et en expliquant pourquoi on le stoppe, parce que par exemple le projet il peut coûter trop cher et du coup c'est pas rentable pour la boîte, ce genre de choses. Je pense qu'en l'expliquant vraiment, oui, ils vont être déçus, mais par contre ils vont comprendre et ils seront contents qu'on leur ait expliqué et qu'on leur ait pas juste dit bon, le projet il s'arrête et puis c'est fini, quoi. Ouais, s'il n'y a pas d'explication. Oui, fatalement. Ok. Et t'as passé une tranche de vie chez Caravelle. Ouais, 7 ans, ouais. C'est un monde un peu particulier. Enfin voilà, le monde du travel et du voyage, il y a des marges qui sont un petit peu compressées, la chasse au gaspillage. Exactement. Est-ce que ça, toi dans tes rôles, tu l'as ressenti ? Alors oui. Et chez Caravelle, c'est le cas. Il y a vraiment, en fait, on revend du voyage. En fait, ils ne créent pas les voyages, ils les revendent. Donc c'est revendeur et donc c'est encore pire au niveau des marges. Donc il faut faire très attention. Et donc le mindset de la boîte, c'était vraiment d'optimiser chaque centime. Et vu que c'était vraiment dans l'ADN de l'entreprise, ça redescendait forcément au niveau de la tech et au niveau produit. Donc voilà, on était en train on a lancé pas mal de projets, mais des projets qui pouvaient être intéressants. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait lancé ? On avait lancé un projet d'optimisation de comment travailler les conseillers de vente. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que dans un premier temps, il n'y avait pas grand-chose qui était automatisé. Et du coup, quand les conseillers de vente avaient un client au téléphone, ils disaient « Ok, monsieur, madame, j'ai un truc, vous voulez partir en Méditerranée, très bien. Vous voulez faire quelle destination ? Très bien, d'accord. » Et ensuite, ils allaient sur un premier site B2B. Ils faisaient les recherches. Deuxième site B2B, ils faisaient les recherches. Troisième site B2B, ils faisaient les recherches. Ça durait 1 heure. Hein. Voilà. Donc en fait, pour répondre à un client, il fallait 1 heure environ. Donc on s'est dit, mais ça, c'est pas optimisé, c'est pas possible. Et puis en plus, ça leur demande un taf de fou. Du coup, on s'est dit, tiens, on va se connecter en API avec tous les tours opérateurs qu'on propose. On va agréger ça dans notre logiciel de vente. Et du coup, en quelques clics, les conseillers de vente, ils vont pouvoir réserver trouver déjà la bonne destination pour le client et ensuite réserver en quelques clics, mettre une offre sur le voyage en question. Et donc on faisait ce genre de projet vraiment pour optimiser tout ce qu'on pouvait au niveau des cycles de vente, au niveau de la façon dont on travaillait, toujours dans un but d'optimiser le temps de travail, d'optimiser l'argent aussi, parce que s'il y a un conseiller, au lieu de faire un call par heure, ils peuvent faire 3 ou 4 calls, du coup ça fait 3 ou 4 clients en plus. Il n'y a pas un projet dont le ROI n'a pas été calculé où on est sûr, quoi. Ou presque sûr. En tout cas, on se posait la question à chaque fois. Ok, on va développer ça, combien ça coûte et est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ?
Et du coup, sur le coup, tu te dis c'est quand même difficile parce que tu réfléchis vraiment à ça tout le temps. Mais c'est quand même formateur aussi parce que quand tu développes une boîte et que tu as envie de la faire grandir, c'est important de gagner de l'argent. Et donc le fait d'optimiser cet argent-là, sur le coup, tu te dis c'est un peu lourd. Et puis après, avec le recul, je te dis c'est ultra formateur en fait. Donc toi, ce que ça t'a apporté comme contexte, c'est le côté chiffrage, pas se planter dans le chiffrage, gestion des coûts, budget, c'est ça. être au plus proche, savoir descoper ce qu'il faut. C'est ça. Et des fois mettre un coup de canif dans la qualité pour être dans le budget ou... Alors, ça dépend des entreprises. Chez Skello, on a la chance de pas. Alors, on était chez Caravelle, mais chez Skello, du coup. Chez Skello, on n'a pas à le faire. En tout cas, la qualité, ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on dépense. Ce que je dis aux devs, c'est ok, moi je suis d'accord pour qu'on paye les serveurs qu'il faut, de prendre les outils qu'il faut. Par contre, on ne les paye pas pour rien. Il faut qu'ils aient une vraie utilité. Donc là, c'est plus le mindset de se dire, ok, tout ce qu'on dépense, ça a une vraie utilité pour l'entreprise, versus, ok, j'essaie de racler tout ce que je peux. Donc là, c'est vraiment rendre l'argent qu'on dépense utile et utile. Ça reste dans le mindset. Oui. Skello. Enfin, c'est dans le mindset. En tout cas, c'est dans le mien. Et du coup, c'est dans celui de la tech. Et si on revient à Skello, dans 2 ans, c'est quoi tes chantiers? Dans 2 ans, on se revoit et tu me dis, j'ai fait ce que j'avais en tête. Et c'est quoi que tu as dans la tête aujourd'hui en termes de chantier, tech, produit, orga? Du coup, j'espère que je pourrais te dire, ok, on a fait x2 x2. On a fait x2 x2 en termes d'équipe, voire peut-être même un peu plus. J'ai réussi à les structurer comme je voulais. On a gardé l'ADN, ça c'est important. En fait, nos valeurs, elles sont importantes. C'est pour ça que, entre autres, que j'ai rejoint Skello, c'est pour les valeurs de la boîte et l'ADN de la boîte. Et j'espère que quand on aura fait x2, on aura gardé cet ADN. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur la culture, sur le fait que des fois, on pouvait animer des réunions de manière pas sérieuse, même si on parlait de choses sérieuses. J'espère qu'on va pouvoir le garder. On se pose souvent la question avec l'exec team de se dire, ok, est-ce que quand on va être 500, ça sera la même boîte? Non, ça sera plus la même boîte, mais est-ce qu'on aura gardé l'essentiel moelle? On espère. Et donc ça j'espère vraiment. Et après, en termes plus techniques, ce qui va être important, c'est aujourd'hui, on est en train de découper. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, c'était un monolithe, développé en Ruby et en Rails. Là, on est en train de tout découper en microservices et passer ça sur du serverless. Donc j'espère que dans 2 ans, on aura tout découpé. Aujourd'hui, on a 30% du découpage, donc il nous reste une grosse 70% à faire. Donc ça, j'espère qu'on l'aura mis derrière nous, et donc du coup, on aura une plateforme qui est résiliente et qui accueille nos clients, parce que on fait pas ça pour juste faire de la tech, on fait ça parce qu'en fait, on a de plus en plus de clients, et du coup, il faut que la plateforme, elle tienne la charge et elle tienne le nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est un vrai gros enjeu. Et aussi la data. C'est un enjeu pas mal pour nous. Aujourd'hui, on a pas mal d'historique de tout ce que font nos clients sur leur planning, et on a envie d'utiliser cette historique, de manière anonymisée, on respecte la RGPD, mais en tout cas les comportements de nos clients, pour se dire, ok, comment on rend le planning plus intelligent. On a envie de générer du planning à la place de nos utilisateurs pour leur faire gagner du temps. On a envie d'utiliser la data pour se dire, ok, en fait, il y a des patterns qui se reproduisent dans ta typologie de secteur, et de se dire, en fait, toi, t'es un jeune, un jeune restaurateur, tu t'installes dans un quartier, nous, on connaît un peu les autres personnes qui sont dans ton quartier, et du coup, vu que vous vous ressemblez, on peut te prédire des plannings qui seront efficaces pour toi et qui vont maximiser ton chiffre d'affaires. De se dire, ok, si tu n'as mis que 2 personnes sur ta terrasse, du coup, si tu en mets 3, tu gagneras plus d'argent, parce qu'en fait, il y a des clients qui ne vont pas être servis. Donc on a cette problématique de data là. Après, on a envie d'étendre aussi les data qu'on a dans notre data warehouse pour améliorer nos data. Par exemple, on a envie d'utiliser la météo. Typiquement, l'année dernière, à la même époque, tu avais mis 3 serveurs sur ta terrasse et il faisait beau. Cette année,
il fait toujours beau, c'est la même époque, et tu n'as mis que 2 serveurs, forcément tu vas perdre de l'argent. Donc tu vois, tu veux mettre des infos et à supplémentaires. contrario, s'il flotte... T'as pas besoin de t'as pas besoin de serveur. Mais ça peut être les matchs de foot qui est à côté de ton bar. Du coup, tu es sûr que tu vas être blindé parce qu'en fait, il y a un match de foot qui est prévu. Donc, staff le nombre de personnel qui est nécessaire pour accueillir tous les clients que tu vas avoir sur ton bar ou sur ton restaurant. C'est-à-dire que vous allez connecter le système à d'autres à de l'événementiel. Ouais, d'autres sources de données. Ouais. C'est ça. Ok. La stack data, vous utilisez machine learning, deep learning, c'est quoi? On commence un peu à utiliser les outils qui sont proposés par AWS. Ouais. C'est très gentil. Franchement, on se revoit dans 2 ans pour en reparler. Là, c'est vraiment... ce qu'on est capable de faire, c'est plus du moteur de contraintes. Donc, en fait, on récupère toutes les contraintes légales qu'on connaît sur le secteur de nos clients et on arrive à prédire des plannings avec ces moteurs de contraintes-là. Donc, c'est pas vraiment du machine learning encore. Mais là, on fait tourner des modèles pour l'instant. Et on essaye de sortir des patterns pour améliorer nos prédictions. Pour l'instant, voilà, c'est gentil, c'est modeste. On espère que en 2023, pour le coup, c'est le démarrage et dans 2 ans... C'est ça, j'espère qu'en 2023, on commencera à avoir des modèles intéressants et après, on verra ce qu'on en fait. Ok. Bon, alors avant de se revoir dans 2 ans, je vais avoir juste quelques petites questions, dernières questions. Je vais commencer par une question... tu m'as parlé de bouquins, tu m'as parlé de Jürgen Appelo. Est-ce que tu aurais un ou deux autres bouquins à conseiller qui t'ont inspiré? Alors, je suis en train d'en lire un qui s'appelle, alors attends, je ne veux pas que je me trompe, Renverser la machine, je crois en français, de David Marquet. Du coup, je ne peux pas en parler beaucoup parce que je viens de le commencer, mais du coup, en lisant le pitch, je me suis dit, ça c'est vraiment très bien. Ça raconte l'histoire d'un capitaine de sous-marin qui s'est rendu compte qu'en fait, son équipage n'était pas efficace. Et du coup, il s'est dit comment je transforme mon équipage et leur donne ce leadership qui est nécessaire à ce qu'il soit performant et qu'il fasse bien avancer le sous-marin. Et tu te dis, mais c'est bizarre parce qu'en fait, un sous-marin, normalement, ça doit être ultra top-down. C'est-à-dire, en fait, il y a le commandant du sous-marin qui pilote son sous-marin et voilà, il n'y a personne qui bouge et voilà, il y a une chaîne de commandement. Et du coup, lui, il a fait l'inverse. Et il s'est dit, voilà, comment je donne le pouvoir à à toutes les personnes de mon équipe pour les rendre plus efficaces et pour en faire en sorte que limite ils n'aient pas besoin de moi et que le sous-marin avance tout seul. Donc voilà, je trouve que le pitch du bouquin est vraiment génial et c'est ce que en tant que manager t'as envie de faire, mais dans ce contexte-là c'est pas courant. Ok. Je vais terminer par les questions un peu plus classiques finales du podcast. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Alors, jusqu'à tout le monde m'appelle Oli. Oli. Donc Oli, voilà, c'est efficace. Mais voilà, au début, ça va. Quand tu arrives chez Skello, en fait, tu perds ton prénom, tout le monde a un surnom. Donc moi, du coup, ça a été Oli, je suis plutôt content. Ok, 2 syllabes, c'est plus efficace que 3. Oui. Ok. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime, qui t'accompagne, une petite phrase que tu répètes tout le temps, voilà, que tu nous partagerais? Alors, j'ai posé la question et je t'ai vu froncer les sourcils, sourire. Oui, parce que je sais pas encore ce que ça veut dire. Est-ce que mince, j'ai oublié? Non, est-ce que je vais le partager? Oui, je peux en prendre plein de Yoda parce que je suis fan de Yoda. Et du coup, ça va être sûrement fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas de choice. Ça doit être ça. Ok. Bon, c'est un des proverbes qui t'accompagne. Oui, parce que je pense qu'il faut avoir quand t'es manager ou j'aime bien les gens qui ont des convictions, qui essayent des trucs et puis c'est pas grave si on se plante. En fait, on se plante, tant pis, déjà on progresse, on se ramasse et puis on fait mieux la fois d'après. Donc voilà, fais-le ou ne le fais pas. Ça marche, très bien. Est-ce que quel nom tu donnerais à cet épisode? On pourrait l'appeler un podcast libéré. Un podcast libéré? Ouais. Ok, ça marche. J'aurais bien tourné le truc autour du mot libéré aussi. Je te proposerai un titre où on prendra celui-là.
Ça marche. Et dernière question, est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? J'en ai pas qui me vient. Là, on a parlé beaucoup de sujets. Non, pas forcément. On a bien balayé le truc? Oui. Bon, et bah du coup, on se revoit dans 2 ans avec pas mal de problématiques data au programme. Ouais. Et bah merci beaucoup de ta participation. Puis, Merci à toi. et puis à très bientôt et plein de beaux challenges à toi. Ça marche. Salut. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.